Bonjour, je suis Camille Weber, présidente de la maison de joaillerie Weber. J'ai la chance de recevoir tous les mois dans mon podcast Les Voix de l'Audace des personnalités qui osent, qui prennent des risques et qui tracent leur propre chemin. L'audace, c'est pas seulement réussir, c'est aussi douter, affronter des épreuves, se relever d'échecs et puis se réinventer. Alors, je vous propose à tous de découvrir les coulisses de l'audace. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous recevoir encore dans ce nouvel épisode des Voix de l'Audace. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent, les Voix de l'Audace, c'est un podcast qui est un peu particulier parce qu'il a lieu au sein du showroom Weber au 7e étage et donc vous pouvez également y assister. Pour ça, il faut s'inscrire sur Internet, sur notre site weber.com. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Julia de Funès. Bonjour Camille. Bonjour Julia. Alors moi, Julia, j'ai toujours été très admirative parce que tu es une philosophe qui est, en tout cas, je trouve différente. C'est-à-dire que tu es une philosophe qui est pragmatique, contrairement à certains de tes pairs qui restent beaucoup dans le champ universitaire. Tu vas dans le réel, tu analyses l'entreprise, tu analyses les jeux de pouvoir, les injonctions paradoxales et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Donc, je trouve que c'est une philosophie qui finalement est assez concrète, transformatrice, opérante, qui va justement nous amener à nous poser des questions et finalement à trouver une certaine liberté intérieure. Ce que j'aime aussi chez toi, Julia, c'est que l'action est au cœur de tout. Tu dis que pour être libre, en fait, il faut agir et je suis complètement d'accord avec toi. Alors, pour les personnes qui connaissent pas encore Julia de Funès, l'idée, c'est vraiment de comprendre justement ton parcours, qui tu es, et puis ta façon de penser, qui, je trouve, peut justement nous aider à nous libérer de tous les carcans qui existent aujourd'hui. Alors, Julia a écrit de nombreux livres. Ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que dans tes livres, je trouve qu'à chaque fois, tu t'attaques finalement un peu au carcan. Et donc, je vais en citer 3. J'imagine qu'en plus, il y en a un autre qui va arriver, mais il y en a beaucoup plus que 3. Donc, notamment, il y a le siècle des égarés, de l'errance identitaire au sentiment de soi. Donc, c'est comment être libre de soi-même et s'éloigner de l'identité. On parlera de l'identité. Le développement impersonnel en 2019 sur le développement personnel et comment être soi-même sans rentrer dans les recettes comportementales. Donc, vous comprenez qu'on va beaucoup parler de coaching. Et enfin, La vertu dangereuse, que j'ai lu aussi avec plein de petites notes, voilà, qui est absolument, franchement, passionnant, qui m'a fait rire d'ailleurs à certains moments, tellement c'est tellement vrai, qui est sur justement le piège de la bien-pensance et de la problématique du politiquement correct. Donc, je vais commencer par une première question. Est-ce que finalement, penser librement, c'est un acte de courage, Julia? C'est un acte de méthode déjà, parce que c'est très difficile la liberté, c'est pas juste penser, avoir des idées qui nous traversent l'esprit, c'est penser, essayer déjà de déjouer, de pulvériser nos préjugés, ce qui est pas évident. Il faut une méthode et c'est ce que la philosophie apprend. Donc en tout cas, c'est apprendre à se libérer de certains carcans et c'est pour ça que merci de rappeler que dans chacun de mes livres, même dans ceux qui font polémique, comme le développement impersonnel, le but n'est pas du tout la polémique. Quand on cherche la polémique, on cherche un effet, mais la critique n'a de sens, l'esprit critique n'a de sens que si elle a un but libératoire. Donc effectivement, le fil conducteur de tous mes ouvrages, c'est la libération. C'est peut-être pas la liberté, c'est un peu prétentieux, mais en tout cas, c'est la libération. Comment se libérer des rôles identitaires, comment se libérer des recettes comportementales qu'on nous inflige avec le développement personnel, comment se libérer de la bien-pensance, comment se libérer des normes managériales dans d'autres livres. Donc voilà, c'est surtout un exercice de libération, la philosophie. Ouais, je trouve que tu amènes beaucoup la nuance, le doute et finalement le jugement critique aussi. Alors aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est on confond très souvent, enfin en tout cas sur les réseaux sociaux, les gens confondent la plupart du temps l'esprit critique avec la critique. Donc dès qu'on fait preuve d'esprit critique, on passe pour réactionnaire, négative, et c'est très embêtant parce que l'esprit critique, c'est exactement le contraire de la haine. C'est au contraire, quand on fait preuve d'esprit critique envers quelqu'un, c'est qu'on a suffisamment d'estime pour
son intelligence en face pour essayer de confronter nos arguments et de frotter nos idées les unes avec les autres. Donc c'est vraiment une considération pour l'autre que de faire preuve d'esprit critique, alors que la critique, c'est de la haine, et c'est pas constructif. Mais l'esprit critique, non seulement il est constructif, il est libératoire et c'est une grande considération pour l'esprit de l'autre. Et alors justement, cet esprit critique, si on remonte un peu à ton enfance, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu ou est-ce que c'est quelque chose que tu as développé? Je pense je suis née dans une famille qui a toujours eu beaucoup d'esprit critique, de dérision. D'ailleurs, ça se voit avec mon grand-père, bien sûr, qu'on va évoquer, j'imagine. Et puis, donc toujours une distanciation par rapport à la réalité. J'ai été éduquée dans cette atmosphère-là. Donc évidemment, avec la philosophie, à 18 ans, j'ai retrouvé ce regard, mais avec des outils conceptuels beaucoup plus puissants, que ceux qu'avait ma famille. C'était plus de l'observation, de la dérision, de l'humour, et cetera. Mais avec la philo, j'ai trouvé les mots pour mettre en forme ce qu'on observait dans la famille. Donc oui, j'ai été élevée dans ce climat-là, quand même. Et justement, quand on est avec ce nom hyper fort de Funès, comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que pour toi, quelque part, c'était un poids? Est-ce que c'était une grande chance? Est-ce que c'était une injonction de devenir quelqu'un? Alors, j'aurais bien aimé dire oui, c'est très difficile de porter un nom célèbre. Pas du tout. C'est archi facile pour moi parce que c'est un nom qui évoque généralement des très bons souvenirs aux gens, ou quand les gens n'aimaient pas mon grand-père, ils ne me le disent pas. Donc, en général, c'est facile. J'adorais lui de Funès. Voilà, et donc c'est plutôt facile. Mais en tout cas, ce qui a été l'injonction véritable dans ma famille, que ce soit pour mes frères ou pour moi, c'était la même chose. C'était que il n'y avait rien à renier de ce nom, rien à revendiquer non plus. C'est-à-dire que ce sont les hasards de la naissance qui m'ont jeté dans cet état civil. Donc je n'en tire aucun mérite, je n'en tire aucune fierté, et je ne me réfugie jamais dans. C'est d'ailleurs pas un hasard si mes livres ont tourné autour d'identité. Dans une identité, c'est pas parce que j'ai ce nom que tout d'un coup j'ai la valeur que mon grand-père a pu avoir. On m'a très vite appris, mes parents, que la valeur n'était pas du tout génétique, que le talent n'était pas du tout génétique, et qu'il fallait mieux travailler. Donc ça a été vraiment le mot d'ordre de toute mon éducation. Donc vraiment plus une chance déjà d'être née bien sûr avec ce nom-là, mais surtout une exigence plus qu'une identité. Je me suis jamais. Il y a beaucoup d'enfants d'eux, de petits-enfants d'eux qui vivent dans le culte d'eux. Nous, c'est pas du tout ça. Chacun dans ma famille a son métier propre, sa voix propre. Et donc voilà, c'est surtout une exigence plus qu'un refuge identitaire valorisant. Et donc, à 18 ans, en tout cas, tu tombes amoureuse de la philosophie, notamment à travers une prof formidable. Et donc, en lisant des articles sur toi, je découvre aussi qu'en fait, avant, tu lisais pas beaucoup. Non. Ce qui est assez étonnant parce que finalement, tu es devenue une amoureuse des livres, d'ailleurs. Oui, mais alors en fait, ça s'explique parce que je pense qu'il y a vraiment des psychologies plus ou moins faites pour la lecture très jeune. Moi, je n'ai jamais aimé lire parce que j'ai besoin, je pense que c'est une structure mentale, pour comprendre un roman, il faut un détour par l'imaginaire. Il faut bien se imaginer l'histoire qu'on est en train de nous décrire. J'avais pas ce détour facile. C'est pour ça que j'ai adoré la philosophie, parce que là, il n'y a pas de détour par l'imaginaire, c'est une captation immédiate de la réalité. Tout d'un coup, on décortique le réel, les pulsions, les passions, les désirs, les thématiques. Et donc, pour moi, ça me correspondait beaucoup mieux. Et maintenant, effectivement, je lis beaucoup, beaucoup et beaucoup plus. Mais quand je lis Madame Bovary à 40 ans, évidemment que ça me parle. Mais à 12 ans, ça ne me parlait pas du tout. Donc souvent, on dit, mais qu'est-ce qu'on aurait aimé lire plus tôt? Mais moi, j'aurais tout aimé lire plus tard parce que ça me correspondait mieux. Il faut que j'ai un écho dans ma vie réelle. Il faut que j'ai une expérience sensible de ce que je suis en train de lire pour l'apprécier d'autant plus. C'est pour ça que j'aime les auteurs, d'ailleurs, qui nous donnent l'impression de nous lire nous-mêmes. Proust, c'était évidemment... c'est terrible avec cet auteur parce qu'on a l'impression de citer un auteur bateau, alors c'est quand même un génie, mais bon, on a l'impression de se lire soi-même. Donc moi, dès que je lis ce que j'ai vécu, ça me touche immédiatement, mais les fictions ou la science-fiction, c'est pas du tout mon truc. Ce que tu aimes dans la philosophie, c'est que c'est très rigoureux et que c'est une démarche scientifique, en fait. En fait, oui. Alors ça, c'est très bonne curieux. en maths ou pas? Oui, très bonne, parce que j'étais très nulle. Et ma prof, j'avais 2, mais ma mère m'a pressurisée du point de vue scolaire et m'a fait prendre des cours particuliers de maths. Et donc, à partir des cours particuliers de maths, j'ai été très bonne et j'ai pris la spécialité maths et j'ai eu mon bac grâce aux maths parce que je me suis plantée en philo, d'ailleurs. Mais c'est hyper drôle. Mais t'as fait quoi comme bac? J'ai fait spécialité maths, ouais, mais je sais plus à quoi ça correspond. C'est littéraire ouais, avec maths.
Ouais. Et en fait, c'est très curieux en France qu'on Et place tu t'es planté en philo? enfin planté, j'ai eu 11, mais Ouais. c'est la note la plus minable qui Ouais, soit, je le suis 11. d'accord. Et le 11, c'est Et vraiment ouais, c'est entre 2, quoi. inqualifiable, ouais, ouais, bon, bref. Et donc, qu'est-ce que je Non, veux dire? mais ça Oui, peut donner de l'espoir, tu vois, aux personnes qui non, le 11, je trouve qu'on plafonne à 11. Il y a Juliette pas Funès a eu d'espoir, 11 ouais. au bac en philo, Ah quoi. oui, C'est et sur un texte de Descartes très bon bref, mais ce qui est très étonnant, c'est que, la philo est classée dans les matières littéraires, bien ouais. sûr, quand on choisit, alors que c'est une matière plus scientifique que littéraire à mon sens. D'ailleurs, tous les grands philosophes, que ce soit Descartes, Pascal, Leibniz, c'était des scientifiques, pour la plupart. Donc c'est très étonnant parce que le raisonnement philosophique est un raisonnement scientifique, mathématique, mais à la place des chiffres, on met des idées et des concepts, mais c'est exactement la même structure mentale. Sauf que comme on lit des textes, on l'a mis en littéraire, mais à mon sens, c'est beaucoup plus proche de l'esprit scientifique. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Et alors justement, à 18 ans, tu découvres la philosophie et là, c'est une révélation? Oui, parce que justement, j'en avais pas du tout lu. Enfin, ma mère m'avait fait lire Le Monde de Sophie pendant les vacances, avant la terminale. Oh là là! Et je me suis ennuyée à mourir. Et puis donc, voilà. Et là, je rencontre ma professeure de philo qui nous fait lire le Gorgias de Platon et qui parle donc des sophistes, de la Ouais. manipulation oratoire. Et là, je me dis, c'est quand même absolument génial qu'un texte qui a 3000 ans, 25 siècles à peu près, nous parle. Et à l'époque, en plus, quand j'avais 18 ans, on parlait encore des sectes. Alors là, on pourrait parler Mmh. aussi des gourous. D'ailleurs, c'est tellement d'actualité aujourd'hui puisque le film Gourou sort dans quelques jours. Mais, et je me suis dit, c'est incroyable que cette discipline nous parle aujourd'hui, comme il y a 3000 ans, d'un thème qui finalement n'a pas beaucoup évolué. C'est intemporel, c'est universel. Donc j'ai été séduite déjà en me disant, en lisant l'argumentaire de Socrate, en me disant, mais il va retourner le sophiste. Et ça, ce pouvoir-là de maîtrise par les mots, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis évidemment, ma prof de philo, j'ai eu la chance de ne pas tomber sur une prof de philo baba cool, vous voyez, alors on va débattre dans un jardin sur qu'est-ce que la vie, etc. C'était pas du tout ce style-là. C'était un style très rigoureux, on apprenait des textes, etc. Donc ça m'a convenu beaucoup plus. Mais voilà, moi, pourquoi j'ai aimé la philo, c'est parce que j'ai eu l'illusion, mais je le sais maintenant, j'ai une psychologie assez contrôlante et ça m'a donné le sentiment avec cette matière de tout pouvoir contrôler, de me dire, je suis pas comme un psychiatre, je vais pas m'occuper du problème de Madame X ou Y sur ses problèmes personnels, mais c'est un peu la maîtrise de l'esprit, la philo. Et je me suis dit, quand quelqu'un va me parler, mais je vais décoder derrière, je vais pouvoir faire la généalogie. C'est ça qui m'a fascinée dans cette matière au départ. Mais justement, la philosophie, en tout cas, quand on t'entend dans des conférences, quand on lit tes livres et tout, j'ai le sentiment que ça te donne un pouvoir extraordinaire parce que tu maîtrises les concepts, l'importance des mots également. Enfin, en Euh, tout cas, moi, je sais pas si je les maîtrise, mais c'est ce qui m'a séduite et c'est ce qui me séduit encore chez les grands auteurs, bien sûr, et puis chez les philosophes actuels, c'est-à-dire la précision des mots, la pertinence des nuances, la rigueur des concepts, la rigueur des raisonnements. C'est implacable. Donc, on peut, et en plus, il n'y a pas une seule idée. Donc, sur un thème philosophique ou un thème de vie, il y a tellement de philosophie possible que c'est un perspectivisme formidable. C'est pour ça que je me disais que c'était assez panoptique, finalement, comme discipline, parce que qu'on prenne le thème du bonheur, bah, les épicuriens ont leur vision, les spinozistes ont leur vision, les hegéliens ont leur vision, les cartésiens ont la leur. Donc c'est pas une fermeture d'esprit, en plus c'est une ouverture formidable. Donc voilà pourquoi. Et effectivement, de mettre des mots sur des réalités, je trouve que les gens sont très demandeurs de ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que mon prochain livre, que je place oui, directement, mais je voulais en parler. aura cette finalité-là. On en parlera justement. Et donc justement, donc toi, ensuite tu fais des études de philosophie et de RH ou tu Non, fais RH et non, ensuite non, je fais que philo jusqu'à l'agrégation. Je plante ma première agrégation et là, mes parents, enfin mon père surtout, était assez réfractaire à l'idée que je devienne prof de philo. Ça le désespérait. Donc, je sais pas, je Mais me suis pourquoi? Il bah, avait il une me mauvaise dit, je sais vision pas pourquoi des il me disait philosophes? toujours cette phrase et je m'excuse auprès des gens de Beauvais, mais il me disait toujours, mais tu seras prof de philo, mais tu vas être à Beauvais dans un lycée professionnel à gagner des clopinettes. Bon, donc c'était une Je sais vision plus quel apocalyptique. animateur disait on embrasse les Oui, personnes ben de j'embrasse Beauvais. les gens de Beauvais. Je vois pas pourquoi il a choisi Beauvais. Bon, enfin bon, donc ça m'a refroidi un peu et je me suis dit, mais après tout, c'est vrai, j'aimerais bien rencontrer du monde, être dans le monde de l'entreprise, être active. C'est là que la thématique de l'action revienne. Non pas que les profs ne soient pas actifs, mais enfin bon, j'avais cette vision-là. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de passerelles quand on faisait philo à la fac. Et donc, j'ai fait un 2 SS en RH et j'ai après travaillé une dizaine d'années en RH.
Une dizaine d'années. Et là, alors pour toi, c'est vraiment la découverte, mais ça va vraiment être un vrai matériau philosophique pour toi, parce que Oui, mais je finalement... le savais pas, hein, donc c'était Mais quand même mon pain noir. c'est ça que j'adore, moi, c'est que, d'ailleurs, t'en parles au niveau des coachs, et je lirai quelques petits passages que j'ai trouvé très drôles. Euh, c'est que tu sais de quoi tu parles. En fait, t'es passée en entreprise, hein, Oui, et t'es passée en cabinet, en chasseuse de... oui, T'étais chasseuse de tête. oui. Et qu'est-ce que tu découvres là, en Ah bah, fait je découvre tout, je découvre le monde de l'entreprise, les clients, les impostures, les bonnes choses de l'entreprise aussi, les réunions, toutes les bonnes choses, que j'ai mises après dans des livres. Non, non, mais ça m'a ouvert l'esprit sur le monde de l'entreprise, sur l'entrepreneuriat, ça m'a appris beaucoup. Mais la philo, la densité de la philo me manquait éperdument, donc c'est là que j'ai pas été très heureuse. Mais ah oui, non, c'était pas ça ta question, voilà. Mais c'est l'idée que, et c'est vrai que c'est une force aujourd'hui, mais ça c'est le hasard de l'existence, comme quoi vraiment on peut pas savoir ce qu'on va faire dans la vie, c'est pas possible. Et la force, c'est que il y a effectivement, par mon expérience, un côté pragmatique, c'est-à-dire que j'ai vécu ce que je raconte là, et puis il y a l'aspect théorique de la philo. Donc cet alliage-là, qui n'est pas lié à un talent quelconque, c'est l'expérience de ma vie, c'est les années que j'ai passées, font que les gens en entreprise apprécient, je crois, mes conférences parce qu'elles ont un côté très pragmatique. Mais est-ce que justement, en travaillant pendant 10 ans RH, où tu vois en plus plein de candidats, des personnes qui sont peut-être vont pas forcément bien, qui se remettent en question, c'est toujours dur, hein, quand on est en transition ou pas. Est-ce que finalement, tu t'es dit, j'ai envie de retourner aussi à la philosophie parce que ça peut être une force libératrice, et j'ai aussi quelque part envie d'aider ces personnes en leur donnant, tu vois, des concepts, des Ah façons de non, pas penser, du ou tout. pas du tout? Pas du tout. Alors là, quand je faisais mon métier, je pensais pas à la philo. J'ai jamais pensé la philo comme opératoire, comme en fait, comme développement personnel. Pour moi, ça n'a jamais servi à ça, et non, 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 je trouvais que j'étais une imposture moi-même parce que j'avais 26 ans, j'étais en cabinet de recrutement, j'étais censée faire passer des entretiens à des gens, qui m'expliquaient leur métier auquel je ne comprenais absolument rien puisque ne l'ayant pas exercé moi-même, et j'étais supposée dire: «Oui, vous pouvez aller chez le client, oui, je vous sélectionne», et je me trouvais, mais une imposture pas possible, et c'est comme ça que je me suis dit: «Mais je vais faire un livre sur cette imposture, et toutes les impostures que j'observe dans le monde de Mais l'entreprise». là, tu retournes sur les bancs de la fac, entre Non, non, guillemets? non, non, enfin, difficile parce que je quitte tout, et il fallait bien que j'ai un, parce qu'on se dit toujours: «De funeste, il y a de l'argent». Bah non, il fallait bien que je gagne ma vie. Donc c'est Heu, là où tu te lances dans ouais, ton premier j'arrête livre. tout et là, je deviens prof, mais de façon assez chaotique, parce Prof de philo? prof de philo, je passe ma thèse, ça Ouais, c'est c'est ça, tu passes ta difficile, ouais, thèse. et puis, comme j'ai écrit un livre en sortant du monde de l'entreprise qui s'appelait «Socrate au pays des process». Ouais. Non, oui, si, c'est ça. Et bien, des chroniques à la radio pour faire la promo m'ont donné ma chance, et c'est comme ça que des gens en entreprise m'ont dit: «Mais nous, on aimerait bien une conférence». Mais au départ, j'étais pas du tout convaincue. Je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais faire avec Nietzsche ou Descartes, en entreprise? Franchement, rien à voir». Donc j'ai été obligée d'être un peu convaincue au départ, et puis après de convaincre les entreprises, parce qu'il y a 15 ans, la philo en entreprise, c'était pas aussi populaire que maintenant. Et puis c'est en faisant que j'ai compris le sens et que j'ai vu que ça pouvait apporter des choses aux gens. Donc justement, qu'est-ce que tu as envie de transmettre aux gens, justement, quand tu écris tes livres? C'est surtout une lucidité. Hegel disait que la philosophie, c'était son temps saisi par la pensée, et c'est vraiment ça, c'est vraiment saisir son temps par la pensée, être le plus lucide, le plus objectif possible, essayer de se débarrasser autant que faire se peut des idéologies, des préjugés, de la bien-pensance, du prêt-à-penser, des dogmes qui nous asphyxient la plupart du temps. Donc c'est un apport, j'espère, de lucidité le plus possible, en référence avec des grands auteurs. Je me fais l'intercesseur toujours des grands génies, des vrais philosophes, des grands philosophes, parce qu'ils ont tout pensé en général, et puis ils ont des outils merveilleux, mais il faut les rendre accessibles. C'est ça le problème de la philo, c'est ce que tu disais en introduction, c'est que quand on ouvre un livre de philosophie, la plupart du temps, on ne comprend pas grand-chose, parce que c'est un langage à part, chaque philosophe a son langage, etc. Donc il faut bien des intercesseurs. Donc c'est un travail de lucidité, un apport de lucidité, un apport d'outils conceptuels que je prends, dont je me nourris chez les grands penseurs, et puis toujours aussi un peu de dérision et de légèreté pour être dans une forme de gai savoir, pour reprendre l'expression de Nietzsche, c'est-à-dire pas prendre, surtout ne pas avoir un esprit de pesanteur, un esprit lourd, prétentieux, qui jargonne, et malheureusement la philo est souvent abordée sous cet angle-là. Ça Franchement, veut c'est hyper facile à lire et très agréable,
Et moi, j'ai ri à plusieurs reprises, tu vois, sur des situations qui sont. Bon, bon, j'en lirai, j'en Enfin, dans lirai les tout à l'heure. conférences, en tout cas, il y a toujours des moments, de dérision, De dérision, drôles, ouais. parce que voilà, c'est ça aussi l'héritage de un peu de mon éducation, c'est-à-dire c'était un peu la phrase d'Alphonse Allais, vous savez: «Il n'y aura aucun sur ne nous prenons pas, Mmh. trop au sérieux, il n'y aura aucun survivant». Donc Mmh. quand on a le Mmh. sens de la dérision, de l'évanescence des choses, de la vanité de notre place et de la vanité de ce qu'on fait, on peut pas prendre vraiment, ce qu'on fait, son activité au sérieux. Si, je la prends au sérieux, je la fais sérieusement, mais encore une fois, sans esprit de pesanteur et de prétention. La prétention, en fait, c'est ça le pire et c'est la philo est très souvent prétentieuse. Tu t'attaques souvent à l'industrie du bonheur. Donc, je fais exprès d'utiliser le terme industrie parce qu'il y a beaucoup, il y a un business en fait Oui. autour du bonheur. Est-ce que tu peux un peu nous en parler Enfin, justement? du bonheur et du développement Comment personnel être en heureux, gé le ah développement oui, alors le personnel? bonheur, oui, parce que c'est un peu différent. Alors le bonheur, le bien-être en entreprise, oui, ça a été, ça fait des années maintenant qu'on essaye de vendre le bien-être, des collaborateurs à travers des parcours QVT, des parcours bien-être. Il y a même des entreprises qui ont embauché des CHO, Chief Happiness Officer, officier en chef du bien-être. Emploi fictif, évidemment, pour les raisons que je vais développer, à la seconde. C'est-à-dire que vraiment, il y a une injonction à être heureux. L'intention est bonne, évidemment que tout le monde est pour le bien-être de tout le monde. C'est ce que j'appelle une vertu dangereuse. C'est-à-dire que l'intention est bonne, mais ça se retourne en son inverse parce que pour des raisons philosophiques existentielles de fond, on ne peut pas, même si on a une bonne intention, on ne peut pas faire du bien-être et du bonheur un objet managérial pour autant. Pourquoi? Parce que, un, le bien-être ou le bonheur, peu importe, le raisonnement est valable pour les deux notions, le bonheur est absolument indéfinissable. Si je vous demande ici quelle serait votre définition du bonheur, j'aurai autant de réponses que de personnes dans la salle. Quelqu'un qui est très malade va me dire, bah moi, c'est de recouvrer la santé le plus vite possible. Quelqu'un qui a des problèmes d'argent va me dire, c'est d'avoir moins de problèmes d'argent, etc. Donc vous voyez bien que le bonheur est indéfinissable parce qu'il est subjectif, c'est une affaire entre soi et soi-même. Donc toutes les tentatives qui cherchent à uniformiser, à homogénéiser le bonheur à travers des parcours bien-être, etc., sont au mieux vaines, au pire tyranniques, parce que dans l'histoire humaine, vous regardez, les pires crimes, les pires choses ont toujours été commises au nom du bien de l'humanité. Donc l'argument du bien, je m'en Mmh. méfie comme de la Bien peste. sûr. C'est subjectif, laissons les gens gérer leur bien-être avec eux-mêmes. Puis Travailler ça peut être dangereux, comme tu dis, c'est une notion qui est Oui, hyper c'est très subjective. dangereux, ça peut être très tyrannique. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc un, c'est subjectif, donc on ne peut pas en faire un objet managérial. Deuxièmement, c'est très contingent. On a tous expérimenté ça dans nos vies. On peut être très heureux 3 semaines, très malheureux les 6 semaines d'après. Donc, comment voulez-vous faire d'une notion si discontinue, si éphémère, un objet managérial? C'est forcément mettre les managers dans une impasse. Et troisièmement, je veux pas être trop lourdingue avec des arguments philosophiques, mais troisièmement, le bonheur excède la sphère professionnelle. Si mes enfants sont très malades demain, je serai très malheureuse dans mon travail, quand bien même tout sera mis en place pour mon bonheur. Rien que pour ces 3 arguments-là, c'est subjectif, c'est contingent, c'est excède la sphère professionnelle, on ne peut pas faire du bien-être un objet managérial. Les chiffres me donnent raison parce que ça fait des années qu'on parle de bien-être, ça fait des années qu'on parle de bonheur. Il n'y a jamais eu autant de mal-être dans les organisations. Vous avez vu les chiffres des études récentes, 70% des collaborateurs ne sont pas épanouis dans leur travail, ne sont pas heureux dans leur travail. Donc ça veut bien dire qu'il y a une erreur d'aiguillage, ça vient pas d'une malveillance, d'une méchanceté des dirigeants ou des managers, bien sûr que non, ça vient de ces problèmes philosophiques de fond. Mais est-ce que c'est pas aussi lié un peu à une hypocrisie en mode, aujourd'hui c'est la mode, il faut que tout le monde soit heureux, tu sais, ça va un peu aussi avec quelque part la bien-pensance, tu Oui. vois? Où finalement c'est appliqué de façon un peu automatique sans forcément vraiment se Voilà. poser des vraies questions, Voilà, c'est ça. C'est ce que j'appelle un process. C'est-à-dire que le bien-être est devenu un une process. norme, un comportement normatif, un process. Et c'est très embêtant. Pourquoi je me suis occupée de ça? C'est parce que c'est embêtant, ça culpabilise les gens. Quelqu'un qui dit, mais moi j'ai tout, j'ai mon coach, j'ai mon psy, j'ai mon sport, j'ai mon yoga, j'ai ma méditation, j'ai tout dans l'entreprise. Le rooftop végétalisé avec les pots de miel, la tomate cerise et les citrouilles, etc. Et ben, pourtant, je suis pas heureux ou je suis pas heureuse dans mon travail. Donc c'est de ma faute. Vous voyez à quel point ça peut être liberticide, parce qu'encore une fois, on en fait quelque chose d'assez normatif, et à quel point ça peut être culpabilisant aussi. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas s'occuper du
des conditions de mieux-être dans le travail. Mais pour moi, ça dépend de choses beaucoup plus fondamentales que les artifices bonheuristes qu'on met en place la plupart du temps dans les entreprises, au nom du bien-être. Il y a aussi une idée que je trouvais très intéressante dont tu parles dans ton livre La vertu dangereuse sur la bien-pensance et le risque de tourner dans la complaisance, justement. Est-ce que tu peux Ah un peu oui. En nous fait, en la parler? vertu dangereuse, c'est ce que j'ai rassemblé sous ce concept-là et je trouve que notre pays je fais un petit détour, mais j'arrive sur la bienveillance. Je trouve que notre pays, malheureusement, souffre enfin, on a toutes les raisons d'éloge dans notre pays, toutes les des grandeurs extraordinaires, des vertus incroyables qui se sont retournées contre elles-mêmes, qui sont retournées en vice, par trop de bons sentiments, par trop de bonnes intentions. On n'a pas eu le courage de notre intégrité, de nos intérêts et résultat, la vertu se retourne. C'est-à-dire qu'il faut que sur n'importe quel sujet, bien et mal s'entremêlent. Il n'y a pas d'un côté le camp du bien, d'un côté le camp du mal. Vous prenez n'importe quel sujet, bien et mal s'entremêlent. Et la vertu peut devenir vice et le vice peut devenir vertu. Vice, faut pas entendre au sens vicieux du terme, hein. Vice, quelque chose de négatif, ce que je veux dire par là. Et il y aurait beaucoup d'exemples. Le bien-être en est un, la bienveillance en est un autre. C'est-à-dire que au nom de la bienveillance, c'est une vertu, la bienveillance. Personne n'est pour la malveillance, hein. Tout le monde est pour la bienveillance, évidemment. Mais ça m'énerve les gens qui disent un air un peu satisfait. Oui, je suis dans un total, une envie de bienveillance, etc. Bah oui, bah tout le monde. On sait comme être pour la paix et contre la guerre. Ça, c'est la palissade sans borne. Bon, bref. Donc tout le monde est pour la bienveillance. On n'est pas pour la malveillance. Mais sauf que sous prétexte de bienveillance, on n'ose plus trop dire à ses collaborateurs ou à ses amis ou à ce qui vous voulez ce qu'on ose dire parce que de peur de passer pour quelqu'un de méchant, de négatif, etc. Donc résultat, on n'ose plus trop dire. Donc on fait de la bienveillance, du non-dit, de la complaisance. Et résultat, c'est une forme de violence parce qu'il n'y a rien de plus violent que la complaisance. Si vous êtes bienveillant, parce qu'il y a un homme, deux, pardon. Si vous êtes bienveillant envers moi ce soir, vous allez peut-être me dire dans un instant, mais je suis en désaccord total avec ce que vous êtes en train de dire. Vous allez me contredire surtout. Bah, ce sera très bienveillant pour autant. Parce que, un, vous m'écoutez jusqu'au bout, c'est respectueux. Deux, vous me défiez dans mes idées, vous me faites progresser. Moi-même, je vais vous défier dans les vôtres. Et ensemble, on va monter vers des idées plus justes, vers des idées plus vraies. Depuis l'Antiquité, Aristote définit une idée vraie comment? Une idée vraie, c'est une idée qui dépasse les contradictions. Pour arriver à une vérité, il faut dépasser les contradictions. En science, on ne progresse que comme ça. On essaye, pour confirmer la théorie la plus actuelle, d'infirmer les théories antérieures. C'est vrai en science comme partout ailleurs. Pour arriver à une idée juste, vraie, il faut oser la contradiction. Donc quand on est dans un vrai souci de bienveillance, ça veut dire qu'on ose la confrontation, qu'on ose la contradiction, qu'on ne confond pas la confrontation avec l'humiliation ou la contradiction avec le conflit, parce qu'à ce moment-là, on préfère ne plus rien dire et on fait de la bienveillance, de la complaisance. Donc la bienveillance, oui, mais au sens confrontante du terme, sinon elle se retourne en son inverse, en complaisance et donc en violence. Donc c'est une vertu qui peut être dangereuse aussi. Et donc, dans l'industrie du bonheur, il y a également le business des coachs. Donc, moi, en plus, mon mari est coach, mais je suis contente parce qu'il est vraiment dans les meilleurs. Détesté. Dans la définition. Non, parce que je suis complètement d'accord avec toi. Ah, mais lui, Non, mais il est complètement d'accord avec ce que tu il est dis là aussi. Non, il n'est pas Ah, là. d'accord. Mais je vais juste citer quelques parties du livre de Julia, La vertu dangereuse. Donc, coach, cette appellation d'origine non contrôlée recouvre le meilleur comme le pire. Donc, le meilleur, ceux qui, forts d'une expertise, possèdent la combinaison idoine de compétences techniques et interpersonnelles. Donc, mon mari, c'est le cas. Le pire, ces improbables, coachs professionnels, ces éveilleurs de conscience, ces cultivateurs d'intelligence collective, ces développeurs de potentiel, ces exécutifs coachs, ces accompagnateurs d'équipes de dirigeants d'organisations, ces apiculteurs, ces concepteurs de vie et ces semeurs de bien-être, je n'invente rien, c'est vrai, qui, malgré leur titre emphatique, n'ont aucune légitimité et que l'on trouve pourtant à foison sur les réseaux sociaux professionnels. Ainsi, apercevons-nous des coachs de dirigeants n'ayant jamais dirigé. Et c'est un peu comme le curé qui t'explique les relations sexuelles et tout. Des coachs de prise de parole en public n'ayant que rarement l'occasion de parler en public. Le parallèle est celui de Camille, hein. C'est pas le mien. Hein. J'ai pas écrit ça, moi. Non, oui. Déjà que j'ai les coachs ados, j'ai pas envie d'avoir les prêtres ados maintenant. Des coachs en leadership. Et alors, il y a un truc que j'ai adoré, parce que je pense qu'on connaît tous ça. Qui n'a pas vu une de ses amies fraîchement ménopausée ou une quinca emplie de neutralité bienveillante poursuivant l'ambition d'une nouvelle aventure professionnelle devenir soudainement coach? Ah, le fraîchement ménopausé, il m'a coûté cher. Hein.
Mais c'est vrai, en fait, mais il y a rien d'ailleurs contre la ménopause. Je pense Bah que ça va non, être bientôt en mon plus. tour, c'est normal, hein, c'est la vie, tu vois? Ouais. Mais en revanche, c'est vrai ce que tu dis sur il y a beaucoup de et plus de femmes, d'ailleurs, j'ai l'impression, que d'hommes qui sont en transition professionnelle et qui vont se tourner vers le coaching et qui ont pas forcément cette légitimité. La question que j'ai, c'est que alors je voudrais avoir ton analyse là-dessus, mais aussi, quand dans ton entourage, par exemple, tu as une de tes amies ou connaissances Ah bah, qui te dit, elle me le «Je dit vais pas. devenir coach», qu'est-ce que tu lui dis? J'avais une bonne amie qui a rencontré un mec récemment et le mec est coach et elle a mis des mois à me dire qu'il était coach. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, donc attends. Non, mais tu es pas contre les coachs, tu es Ah! contre cette, effusion Alors, si de les coachs qui me haïssent sur les réseaux sociaux et qui s'enflamment avaient lu cette phrase, on mmh, voit bien qu'il y a des bons coachs mais et qu'il bien y a le sûr, meilleur comme le mais pire. bien Donc, je suis pas en sûr, train de tirer à boulet rouge sur le coaching mais bien et de sûr. diaboliser le coaching. C'est pas ça, mais comme ils n'ont pas lu le livre pour la plupart, évidemment, ils commentent des commentaires et ils font leur truc, mais ce sont des idiots utiles parce que de toute façon, ça me permet de vendre mon livre. Mais le coaching, bien sûr qu'il y a du très bon coaching. Et juste et après je te laisse, mais c'est hyper important parce que justement les bons coachs, justement, ont exactement la même analyse que toi et ça les dessert énormément, en fait. Évidemment. Donc en fait, si on prend mon propos, vraiment et qu'on le lit, c'est pas du tout contre le coaching. C'est au contraire pour professionnaliser le coaching et le Exactement. rendre beaucoup plus pertinent et beaucoup plus efficace. Donc évidemment que parfois il faut un peu critiquer ce qui est en train de se faire pour progresser. Si quelqu'un me disait: «Mais attendez, en philo, les diplômes, ils sont pas terribles», je me dirais pas: «Ah mais quel insupportable personnage, il diabolise la philosophie». Ben non, on se poserait quand même des questions aussi. Donc les coachs, bien sûr, il y a des très bons coachs et en général, il y a beaucoup de thèmes. Là, c'est un gros sujet, on peut Mmh. approfondir. Les bons enfin, c'est pas j'ai pas l'orthodoxie du bon coach et du mauvais coach, mais souvent, par expérience, les bons coachs sont ceux qui ont justement eu une expérience très longue et qui, par leurs compétences et pas simplement par leur qualité humaine, peuvent, coacher dans la discipline qu'ils, maîtrisent totalement. C'est-à-dire que leur excellence par le nombre d'heures, colossales que leur expérience leur a fournies, permet de légitimer à elle seule, leur, titre de coach. On va pas demander à Thierry Marx une certification au RNCP pour, certifier que c'est un bon coach. Il a tellement d'expérience, il est tellement excellent, j'aurais pu prendre 1000 autres exemples, mais, voilà, que voilà, un grand sportif, c'est la même chose, hein. Donc dans tous les domaines, c'est comme ça que ça se passe. Le problème du coaching aujourd'hui, c'est que souvent, c'est l'occasion soudaine d'une reconversion. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne se plaisent plus dans leur métier, qui sont pas forcément bons dans leur métier, qui à 45 ans, 50 ans se disent: «Bon, je vais devenir coach». Et là, il suffit de suivre des formations en ligne ou même, hybrides, mais enfin, c'est très, très léger comme formation. J'en ai suivi à côté d'amis justement qui passaient cette formation avant de faire tout un livre sur le coaching et je peux vous dire que c'est quand même très, très léger. Il n'y a aucune reconnaissance académique d'État du coaching. Donc tant qu'il y aura pas de reconnaissance académique d'État, ce sera très secondaire, très léger. Et alors évidemment, les coachs brandissent leur certification comme des sésames de légitimité. Je suis désolée, ça n'en est pas. On peut suivre une formation en ligne de quelques semaines, se dire avoir le diplôme enfin le diplôme universitaire, le titre certifié, c'est-à-dire des certifications, et ça ne légitime en rien une qualité. Alors évidemment, les coachs m'ont rétorqué: «Je suis intarissable sur ce sujet, on peut faire 2 heures». Les coachs m'ont dit: «Oui, mais il y a pas que le diplôme dans la vie, il y a les qualités, les soft skills et cetera». C'est la porte ouverte au charlatanisme que de dire ça. Je suis pas dans l'élitisme, mais je suis toujours dans l'exigence et quand même dans l'académisme. Parce que quand on prétend s'occuper du bien-être des gens, de la vie psychologique des gens, je suis désolée, il faut être archi formé, archi compétent. Ça me viendrait pas à l'idée de me faire opérer du genou par un type qui a une certification et qui a une expérience moyenne. Je veux un médecin qui a fait 10 ans d'études, qui a ses diplômes et en plus qui a 10 ans d'expérience. Pourquoi j'aurais moins de considération pour mon esprit que pour mon genou? Donc non, je trouve qu'au contraire, quand on a la prétention, mais c'est pas au sens péjoratif, mais quand on a le désir d'être coach et d'aider les gens, il faut être sacrément formé. Donc pour moi, tant que le coaching n'aura pas de reconnaissance académique d'État, ça ne vaudra quasiment rien, sauf par expérience, bien sûr, qui là contrebalance complètement le diplôme. On n'a pas besoin de diplôme quand on a une grande expérience qui légitime à elle seule l'activité. Et donc les qualités, c'est très important ce débat sur les qualités et les compétences parce qu'aujourd'hui, justement, ceux qui ont des lacunes théoriques transforment leur manque théorique en avantage comportemental. J'ai pas de diplôme, mais j'ai des sacrées qualités humaines. Eh ben, effectivement, mais alors si on valorise les qualités au détriment des compétences,
Encore une fois, c'est la porte ouverte au charlatanisme. À ce moment-là, je préfère un thérapeute sympa à un médecin acariâtre. Bah non, pour notre santé à tous, il vaut mieux préférer le médecin au thérapeute sympa. Si je privilégie les qualités aux compétences, je préfère un petit aviateur qui fait de l'aviation le week-end et qui est super fun, sympa et cool, à un pilote de ligne très désagréable. Bah non, je préfère le pilote de ligne qui a passé ses diplômes. Évidemment, le Graal, c'est d'avoir à la fois des compétences, à la fois des qualités, mais quand il faut choisir entre les deux, pour notre santé et notre vie à tous, il vaut mieux privilégier les compétences que les qualités humaines. Donc les soft skills, c'est très important, c'est pas négligeable, mais jamais au détriment des compétences pour moi. Et le coaching, c'est soit des compétences par l'expérience, soit par un diplôme qui est valorisé, légitime et qui n'est pas du tout à l'ordre du jour pour l'instant. Merci Juliette, tu prêches une convaincue en tout cas. On va parler d'identité maintenant, parce que je trouve que tu as une analyse aussi qui est hyper intéressante. Et donc, en effet, tu dis que on fait que de parler d'identité partout. Et l'identité, elle est absolument indéfinissable. Est-ce que tu peux un peu nous en parler justement de ça? Alors, je trouvais que c'est venu aussi d'un constat et ça s'explique par une histoire rapide des idées. Pourquoi tout d'un coup on juge tout, l'identité est devenue l'alpha et l'oméga de tout. On juge tout à hauteur d'identité. Les communautarismes se renforcent, les revendications identitaires, que ce soit sexuelles, que ce soit de genre, se crispent, on le voit à peu près partout. Et je me suis dit, mais pourquoi cette identité? Et effectivement, si on fait une analyse rapide dans l'histoire des idées, très très rapide, on se rend compte que l'histoire progressive jusqu'au XXe siècle, c'est une individualisation croissante. C'est-à-dire que toutes les grandes autorités, toutes les grandes transcendances qui donnaient un sens aux existences individuelles se sont progressivement effondrées. Que ce soit les politiques, les idéologies, la religion. La religion existe, bien sûr, mais c'est une histoire de foi personnelle. C'est plus une religion d'État. Les valeurs humanistes, etc. Donc, c'est pas du tout un regret de ma part. C'est un constat. Pour l'instant, on fait la généalogie du phénomène. C'est un constat. Donc, on va vers une individualisation croissante. Ce qui fait que, comme il y a de grandes autorités qui guident les existences individuelles, l'individu se retrouve seul face à lui-même, face au vertige. Sois toi-même, réussis ta vie, trouve un sens à ton existence. D'où l'attrait irrésistible du développement personnel et les besoins de béquilles existentielles, de coach en tout. Et ça, je comprends très très bien la demande. Je comprends les gens qui vont voir les coachs. Vous savez, c'est névrotique, hein. Je reviens à la problématique du coaching, mais je repars sur l'identité. Mais donc, on comprend très bien la demande, mais c'est l'offre qui n'est pas à la hauteur de la demande. Donc, l'individualisation croissante fait que si l'individu est devenu la valeur cardinale, eh bien, la question essentielle quand le jeu est cardinal, évidemment, c'est qui suis-je? Et donc, par voie de conséquence, si au XXe siècle, l'individu est devenu la valeur cardinale, au XXIe, il est logique que l'identité soit aussi devenue la valeur et la vertu suivante. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve qu'on vit une hégémonie, une effervescence, une obsession identitaire. Et ce que je remarquais, c'est que l'identité n'est pas un bien en soi. Souvent, ce concept d'identité bénéficie d'une forme d'innocuité morale. On a voulu faire un ministère de l'identité, ton identité, c'est toujours très valorisé. Mais l'identité est à l'origine des pires des mots MAUX. On ne fait pas une guerre. Alors, j'ai aucune prétention à expliquer les guerres. C'est plurifactoriel et c'est très compliqué. Mais on ne va pas faire une guerre pour le prix du pétrole ou pour le cours des matières premières. En général, il y a dans toute guerre, à l'origine, une composante identitaire, que ce soit défendre un drapeau, un territoire, une religion, peu importe, une géographie. Mais il y a toujours une composante identitaire. Aujourd'hui, le problème de la France, de l'immigration que rencontre la France, est un problème identitaire. Vous voyez, je pars de l'international des guerres et je raisonne comme par entonnoir comme ça. Au niveau européen, c'est aussi une problématique identitaire que l'Europe pose à la France. Comment rester souverain de son métier tout en s'harmonisant à un ensemble plus global européen? C'est une problématique identitaire que l'Europe pose à la France. L'immigration, je le disais, est un problème identitaire. Comment intégrer au mieux? Est-ce que c'est en assimilant? Est-ce que c'est en intégrant? J'ai pas du tout la réponse, mais c'est un problème identitaire. Dans les familles, l'identité est quasiment la source de tous les problèmes. Quelle est la place d'un tel? Vous êtes à un dîner, la mère dit à propos de son fils, ah bah ma fille c'est tout son père. Allez hop, voilà l'identité de la fille. Nier, ça coûtera 15 ans de psychanalyse plus tard. Mais enfin bon, vous voyez que que ce soit à l'international, à l'Europe, au niveau national, au niveau familial, l'identité peut causer beaucoup de problèmes, est à l'origine de bien des maux. Donc, j'ai voulu faire ce travail critique sur l'identité et montrer que c'est un concept assez bancal, assez incertain. Dès que vous voulez définir l'identité, vous n'y parvenez absolument jamais. Aucune assignation n'est possible à l'identité. Si je vous pose la question, qu'est-ce que l'identité française?
eh ben, on va avoir une multiplicité de réponses. On s'interroge soi-même sur sa propre identité, c'est quoi? C'est ma carte d'identité? Oui, mais enfin, vous lisez ma carte d'identité, vous ne savez pas qui je suis pour autant. C'est une combinatoire de catégories générales, mais ça ne va pas vous dire qui je suis exactement. Si vous me dites, bah oui, l'identité, c'est la mémoire. Oui, mais alors quelqu'un qui perd la mémoire, qui a un trouble de la mémoire, il a perdu son identité pour autant? C'est très difficile à dire. Si vous me dites, c'est le corps, bah oui, mais entre moi, petite bébé, et moi, vieille dame, je peux vous dire que le corps a évolué et pas dans le bon sens. Donc, est-ce que le corps a changé? Mon identité reste néanmoins la même. Donc, vous voyez, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. L'appartenance, on me dit aussi, moi, je me souviens quand j'ai sorti mon livre, il y a un monsieur qui m'a envoyé un courrier incendiaire en me disant, mais l'identité est très importante, madame, parce que moi, mon identité, c'est d'être breton. Et je suis très fière d'être breton et c'est comme ça que je me définis. Bah oui, monsieur, mais enfin, vous êtes breton comme des milliers d'autres personnes. Donc, en quoi ça vous distingue? Il y a Et ça vient d'un problème conceptuel de l'identité parce que quand on veut définir l'identité, aucune assignation n'est possible. On pourrait faire le jeu et vous pourriez m'envoyer plein de mots pour définir l'identité et vous verriez que ça se contredit à chaque fois parce que dans le concept d'identité, c'est très ambivalent comme concept. Quand vous ouvrez le dictionnaire au mot identité, vous avez deux acceptions du terme. Soit c'est l'identité au sens mathématique, A égale A, c'est-à-dire la même T, identique. On est identique. L'identité, c'est la recherche de l'identique. Soit l'identité, c'est son exact contraire. Votre identité n'est pas la mienne, c'est-à-dire que l'identité est la différence. Donc vous vous rendez compte à quel point c'est un concept incertain et bancal parce qu'il veut dire à la fois le même, la recherche du même, la même T, et en même temps la distinction, le devenir soi, la singularité. Donc et dans toute quête identitaire, qu'elle soit collective ou personnelle, vous retrouvez ces deux dimensions. C'est-à-dire quand on recherche une identité, on est à la fois dans la recherche de l'identification. Si on prend, je généralise un peu, mais les adolescents sont souvent en quête d'identification. On s'identifie à un groupe, à une marque, etc. Et après, il y a la phase d'individualisation, de devenir soi, de spécificité, et qui est l'autre branche de l'identité. Donc c'est pour ça que c'est très difficile à définir, parce qu'aucune assignation n'est possible, parce que c'est un concept très incertain, puisqu'il a ces deux tendances qu'il réunit en lui-même. Et troisièmement, quand on cherche une identité, on cherche une permanence, un lien permanent, et rien dans la vie, sans flirter avec du bouddhisme de pacotille, mais rien dans la vie n'est pas soumis à l'impermanence. Donc quand vous cherchez de la permanence, vous êtes de toute façon, c'est voué à l'échec, puisque tout est soumis à l'impermanence. Donc rien que pour ces trois arguments-là, parce que je ne veux pas être trop longue et il y a peut-être d'autres questions après, mais enfin, évidemment qu'il y a d'autres questions après, mais rien que pour ces trois arguments-là, c'est très compliqué de définir l'identité. Donc, c'est un concept qui peut être super dangereux, en fait, si Alors, on ne le c'est maîtrise dangereux pas. politiquement, et là, on le voit parce que l'identitarisme tourne à l'idéologie, ce qu'on a appelé l'idéologie woke. C'est-à-dire que je suis pas du tout opposée au wokisme parce que je trouve que c'est aussi une vertu qui est devenue dangereuse. C'est-à-dire que là encore, il n'y a pas d'un côté le camp du bien, d'un côté le camp du mal. Le wokisme, ces revendications identitaires, à l'origine, ont une bonne intention. C'est-à-dire que même en France, et ça c'est venu comme ça, ce mouvement, mais de prendre conscience des différences et des systèmes de pouvoir insoupçonnés qui perdurent dans la société, quand bien même nous sommes en démocratie et sous le régime de l'égalité, c'est très intéressant. Une vie d'une personne de couleur en France n'est pas la même qu'une personne blanche, que la vie d'une personne blanche. La vie d'un homosexuel ou d'une homosexuelle n'est pas la même que la vie d'un hétérosexuel. Donc, il y a des formes de pouvoir insoupçonnés. Et le wokisme, se réveiller, l'éveil de ce mouvement-là me semblait très intéressant pour déceler les systèmes de pouvoir insoupçonnés. Mais le problème, c'est que ça a tourné, ça a viré la plupart du temps dans une idéologie intransigeante qui devient une traque moralisatrice, un assainissement moralisateur qui fait qu'on revoit l'histoire. L'histoire n'est plus qu'une contingence, on déboulonne les statuts, on efface les choses, on refait les scénarios, on réécrit les opéras et on tombe dans cette idéologie identitaire où il faut juger l'histoire à partir des critères présents de tolérance, etc. Donc ça me semble être la bascule dangereuse, si vous voulez, de ces mouvements identitaires qui ont tourné à l'idéologie intransigeante. Pourquoi on en est là? Ah oui, donc ça peut être dangereux politiquement, et ça tourne à l'idéologie, et puis tout ce que j'ai dit avant. Ça peut être très dangereux l'identité personnellement. Et ça, je trouve que c'est très vrai, peut-être même plus pour les femmes. C'est-à-dire que quand on recherche une identité, on recherche un rôle, une essence. On va essayer de se forger
on va rentrer dans un archétype, si vous voulez. Mais on va jouer à la femme sexy, on va jouer à la mère de famille formidable, on va jouer à l'auteur, on va jouer à la conférencière, on va jouer à tout ce que vous voulez. Mais ces résultats, quand on rentre dans une identité, ça nous coince et on se formate. Et résultat, ça aboutit parfois à une vie complètement truquée, un vol de soi-même, où notre vie ressemble à une comédie schématique, où nos gestes deviennent des réflexes, et résultat, on n'est plus du tout dans notre authenticité. C'est pour ça que ma thèse de philo, d'ailleurs, voulait montrer que l'authenticité, être soi-même, est l'opposé de l'identité. Alors que ce sont deux concepts qu'on rapproche très facilement, l'identité et l'authenticité, pour moi, ce sont les deux opposés. Comment l'authenticité, pour moi, c'est avoir le sentiment d'être soi-même, et l'identité ne parvient jamais à accéder à ce sentiment de soi. C'est ça que j'essaye de montrer. Politiquement, elle peut être dangereuse. Il y a un usage liberticide de l'identité. Individuellement, ça peut être un vol de soi. Et conceptuellement, elle est très bancale. Donc voilà pourquoi j'ai voulu déconstruire ce concept d'identité. Ça ne veut pas dire que je finis sur cette note négative, parce que comment accéder au sentiment de soi, comment accéder à l'authenticité sans passer par la case identitaire, c'est évidemment ça l'intérêt. Et si je poursuis ouais, si je poursuis, pourquoi l'identité ne marche jamais à titre individuel? Ça, là-dessus, je suis très existentialiste. C'est que quand on veut rentrer, un verre est un verre une bonne fois pour toutes. Parfois, ça nous rassure de rentrer dans un rôle. Je suis la mère, la bonne mère de famille, etc. Et ça nous rassure parce qu'on a l'impression de se chosifier, de se réifier, on dirait en philosophie. Mais le problème, c'est que ça ne marche jamais pour un humain, pour un être humain. Pourquoi? Et c'est Sartre qui explique ça merveilleusement. C'est que nous sommes évidemment des consciences humaines. Et comme nous sommes une conscience, nous sommes en permanence un dédoublement. Là, je joue mon rôle d'auteur et je réponds à tes questions et je joue le rôle. Mais en même temps, je me vois jouer le rôle. Je me dis, tiens, j'ai oublié de dire ça, j'ai pas dit ça dans le bon ordre, j'aurais dû dire ce mot-là plutôt qu'un autre, etc. C'est pas forcément vrai, mais enfin, ça peut arriver. Donc, je suis déjà deux. D'emblée, nous sommes un dédoublement, nous sommes doubles, nous sommes un kaléidoscope identitaire. Donc, le fait d'être un humain, d'être une conscience humaine, c'est déjà un dédoublement permanent. Donc, tous les coachs et les ouvrages de développement personnel qui prônent l'alignement, comme si on pouvait être une chose une bonne fois pour toutes, de toute façon, on se plante complètement parce qu'on ne peut jamais être une bonne chose une bonne fois pour toutes. On est une conscience. Et quand on croit à son rôle, et c'est là que c'est vraiment extra Sartre, quand on croit à son rôle, qu'on se dit mais oui, je suis vraiment manager, je suis vraiment conférencière, je suis vraiment philosophe, etc. C'est ce qu'il appelle être de mauvaise foi, c'est-à-dire se mentir à soi-même. Le mensonge, c'est mentir à l'autre. La mauvaise foi, c'est se mentir à soi-même. Et se mentir à soi-même parce qu'à ce moment-là, on se chosifie, on s'essentialise, on se formate. Vous savez, il prend l'exemple très fameux du garçon de café qui joue à être le garçon de café. Mais s'il pense qu'il n'est qu'un garçon de café, à ce moment-là, il est de mauvaise foi. Il est une conscience humaine et donc un dédoublement permanent. Très intéressant. On a parlé tout à l'heure de wokisme, donc on va parler justement de toutes les politiques de diversité et tout. Donc moi, je suis pour la parité, mais je pense qu'en fait, on se rejoint. Pardon, parce que Sartre dit une super phrase pour conceptualiser ce que j'ai eu du mal à vous expliquer et que vous connaissez certainement, mais c'est la phrase de Sartre qui dit, et c'est contre l'alignement justement, ça ne veut pas dire ne pas être authentique, encore une fois, mais Sartre dit « l'homme est ce qu'il n'est pas ». Et n'est pas ce qu'il est. Ça paraît très abscon quand on l'a dit, mais en fait, c'est très, très compréhensible finalement. Et c'est tellement paradoxal. Ouais, c'est ça. En une phrase, c'est ce que tu as expliqué. Ça, c'est le génie de Sartre. Et c'est la médiocrité de votre interlocutrice. Tu nous permets de bien comprendre, en tout cas, cette phrase en conclusion. Donc, sur justement les politiques de diversité, on a parlé du wokisme et tout. Donc, moi, je suis pour la parité, mais je pense qu'on a finalement la même vision. J'ai trouvé ça très intéressant, justement, toujours dans ton livre « La vertu dangereuse ». Justement, tu dis, voilà, l'inclusion ou la parité conduit à valoriser l'individu qui en fait partie, non en tant que singularité, mais en tant qu'échantillon de cette catégorie. C'est ainsi que les personnes handicapées de couleurs, de genres différentes ne sont parfois pas prises en compte que pour leur figuration diversitaire. Je pense que c'est le vrai sujet des quotas, en fait, et justement, qui sont appliqués de façon mécanique. C'est-à-dire, il faut que j'ai X% de femmes, donc je prends X% de femmes qui n'ont pas forcément de compétences. Et en effet, on choisit les personnes, non pas en fonction de ce qu'elles vont apporter, leurs compétences, mais plutôt en fonction de ces éléments distinctifs. Voilà. Exactement. Et c'est ça le problème. Là aussi, c'est une vertu dangereuse. On est tous pour l'égalité homme-femme, évidemment. Ça va de soi en France en 2026. Mais le problème, c'est que
c'est une vertu dangereuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve en France, en 2026, on ne peut plus prôner la parité sans être anti-féministe. Parce que si vous me dites ce soir, je vous ai invité parce qu'il n'y a pas beaucoup de philosophes hommes, pas beaucoup de philosophes femmes, pardon, et je trouve que c'est bien d'avoir des femmes. Bah franchement, je vais mal le prendre parce que ça veut dire que je suis là pour une qualité biologique pour laquelle je n'ai aucun mérite. Donc ça veut dire qu'on ne valorise pas du tout mon travail, mon mérite, mon effort, et ce que vous voulez, ou ma personnalité, mais on valorise quelque chose qui ne relève pas de moi. Donc je trouve qu'aujourd'hui en France, l'égalité, on a accès à tout en tant que femme, sauf machisme très persistant, mais je peux être présidente de la République demain, je peux être médecin, avocate, ce que vous voulez. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières. Donc ça, on le doit à nos féministes des temps passés. Et il y a tout un héritage, et je trouve une gratitude à avoir vis-à-vis des féministes des temps passés. Donc pour moi, aujourd'hui, la vraie problématique de la femme, c'est pas l'accessibilité à des postes. S'il y a une disparité statistique à certains postes entre hommes et femmes, c'est pas pour un problème de droit, c'est plus par un problème législatif. C'est surtout un problème d'égalité de vie. Pour moi, la vraie problématique des femmes aujourd'hui, c'est que, en gros, je généralise, mais on ne peut pas parler de un tel, un tel, un tel, donc on est obligé de généraliser, c'est qu'en gros, la vie des femmes est pour le moment incomparable avec celle de la vie des hommes, du point de vue familial, domestique, etc. Donc évidemment que c'est beaucoup plus compliqué pour une femme d'accéder à des postes ou de travailler à un rythme très soutenu quand on s'occupe de tout à la maison. Donc pour moi, quand on a le vrai souci des femmes, on ne se focalise pas sur la fixette paritariste, parce que avoir 5 hommes et 5 femmes dans un comité de direction, c'est très bien, c'est une égalité statistique, mais c'est pas une égalité de vie pour autant, parce que la plupart du temps, les femmes n'ont pas la même vie que celle des hommes dans le comité de direction. Donc on confond l'égalité statistique identitaire avec l'égalité de vie. L'égalité de vie, c'est ça le vrai combat pour les femmes. Comment se décharger mentalement, comment mieux répartir les rôles. Pour moi, c'est lié à l'éducation des garçons, etc. Mais en tout cas, c'est ça la vraie problématique. Tant qu'on ne travaillera pas politiquement, économiquement, socialement à une plus juste égalité de vie entre hommes et femmes, on ne résoudra pas le problème de la femme au travail. Et donc ça reste quand même des restes de la culture patriarcale, où les femmes, justement, sont plus à la maison, Bien s'occupent... sûr, mais ça prend des années, ça prend un temps long pour sortir de cette culture-là. Et moi, je ne suis pas du tout dans une acrimonie vis-à-vis des hommes, hein. J'adore les hommes et je déteste le néo-féministe qui se pose en s'opposant, ou qui est moins soucieuse de la liberté des femmes que la haine des hommes, ou de l'amour des femmes que la haine des hommes. C'est pas du tout mon credo. Mais quand on a un vrai souci féministe, on se rend compte qu'évidemment, ça fait le modèle patriarcal perdure dans certaines manières de vivre, et que ça prendra du temps. Mais c'est sûr que, enfin, moi, je suis très optimiste sur ce sujet-là. Alors, Julia, c'est vrai que ce qu'on aime chez toi, c'est que justement, tu as cette liberté de penser, cette liberté de parole. Et tu es sujette, on en parlait tout à l'heure au niveau du coaching, à pas mal de critiques, de sujets polémiques, etc. Euh, Est-ce qu'on t'a déjà censuré? Comment est-ce que tu vis le fait justement d'être attaquée? Est-ce que c'est le prix à payer aujourd'hui pour penser librement? Alors, censurer, non, jamais, parce que je suis pas sur des thèmes politiques, mais j'ai quand même des amis philosophes connus, médiatiques, qui ont été censurés, clairement. Raphaël Enthoven, il a été Bien un sûr, peu... voilà, je ouais. pensais à Raphaël Enthoven, ou même des philosophes qui ont été déprogrammés de certaines conférences dans des universités parce qu'ils ne correspondent pas au credo moral du moment. Donc ça, c'est dès qu'on est sur des thèmes un peu plus politiques que les miens, ça pourrait arriver. Donc je pense que j'aurais pu l'être si j'étais sur ces thématiques-là. Là, je suis pas sur des problématiques politiques, donc on m'a jamais censuré. Si, bien sûr, je sais qu'on me censure en interne, c'est-à-dire que quand une entreprise est colonisée par des DRH ou des coachs qui me détestent, ça c'est sûr que je fais pas de conférences et que je suis interdit de personne non grata. Mais c'est pas de la véritable censure. Et qu'est-ce que c'était la question? Non, je suis pas censurée. Euh, Ah oui, la critique. oui. Alors voilà, souvent on me dit: «Ah oui, mais vous polémiquez», mais c'est pas du tout ça. J'ai jamais cherché à polémiquer. Polémiquer, c'est chercher les faits de ce qu'on va dire et que ça fasse du buzz, pas du tout. Mais quand vous faites preuve parfois de bon sens sur certaines thématiques, eh bien vous allez à contre-courant de la bien-pensance, et là on vous dit: «Bah, vous polémiquez». Non, c'est juste que vous faites preuve d'esprit critique, de bon sens, et que ça va pas dans le sens de la bien-pensance. Mais moi, la polémique, je m'en passerais vraiment bien. Mais alors, les critiques maintenant, franchement, et j'ai briefé ma fille là-dessus hier sur un autre sujet. Pourquoi je dis ça? C'est
ça me passe, mais alors Ouais. au-dessus. Pourquoi? Parce que bon, déjà, j'ai l'habitude, donc on se fait un peu le cuir. Mais c'est surtout quand vous êtes persuadé. Ça ne veut pas dire qu'on est convaincu de ce qu'on dit et qu'on est dans le vrai, mais quand on est persuadé de dire quelque chose de juste et de bienfaisant, si vous voulez, pour une majorité de personnes, c'est beaucoup plus fort que la critique qu'on va se recevoir de gens qui n'ont rien compris à ce que vous avez dit, qui n'ont absolument jamais lu vos livres, qui ne le veulent pas, qui vous détestent pour ce que vous êtes, pour l'identité, et pas pour vos arguments, qui n'ont jamais d'arguments, qui n'utilisent que la disqualification ou que l'insulte. Mais alors moi, dès que c'est une insulte ou une disqualification, ça me passe au-dessus. En revanche, si j'ai des arguments en face et une véritable critique, ça c'est formidable. Mais ça n'arrive absolument jamais sur le coaching. Comme quoi, le niveau des coachs en argumentation est assez bas, mais voire nul. Mais voilà. Mais un jour, quand j'en aurai, j'ai fait des débats avec des coachs. Mon Dieu, on n'en ressort pas forcément plus fort intellectuellement. Euh, T'es maman donc de 2 filles qui sont ados maintenant. Elles ont quel âge? 14 et 16. 14 et 16. Elles sont tellement faciles. Non. Est-ce que, euh, est-ce qu'elles aiment la philosophie? Est-ce qu'elles l'utilisent dans le quotidien aussi ou pas? Alors, non, elles détestent parce que je pense que elles me voient travailler tout le temps et elles m'ont toutes les deux dit s'il y a vraiment un truc qu'on fera jamais, c'est bien la philo. Et non, elles sont jeunes pour lire de la philo, mais moi je leur en injecte de façon un peu subtile. Mais je trouve que c'est très important, enfin, dès le plus jeune âge, de faire, non pas de rentrer dans des doctrines, mais par exemple de faire des distinctions. Je trouve ça très utile. Ça peut être des distinctions très bateaux, hein, le plaisir, la joie. Tu vois une différence, tu ressens une différence. Est-ce que le bonheur c'est le plaisir? Enfin, ce qu'on apprend un peu en terminale. Mais j'essaye un peu de les pousser dans des argumentations. Bah justement, travailler leur argumentation. Mais bon, je le fais à des dîners, ça tourne mal en général. Les dîners finissent mal et donc je finis par la boucler. Elle gagne. Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre? Tu as déjà Non, non, dit pas déjà ça. Non, non. Ce que j'aimerais leur transmettre, c'est l'estime d'elles-mêmes, qu'elles sachent qu'elles valent quelque chose et qu'elles sont des personnes valables. Et je sais qu'on te pose tout le temps la question, mais sur les réseaux sociaux, cette narcissisation justement qu'il y a, comment est-ce que tu t'en parles avec elles? Comment est-ce Alors, c'est qu'elles... encore une fois une effervescence identitaire, cette Ouais. narcissisme. Vous voyez que l'identité est hégémonique, mais j'en parle avec elles. Moi, elles sont pas. J'ai de la chance parce qu'elles sont sur les réseaux, bien sûr, comme tous les enfants et les ados, mais pas de façon folle. Donc, je souffre pas de ça. Elles font beaucoup de sport. J'ai beaucoup axé sur le sport, justement, pour qu'elles. Et elles sont passionnées de sport. Donc, ça, quand même, ça libère les week-ends des réseaux sociaux. Et la narcissisation, bah, non seulement c'est l'effervescence identitaire qu'on a expliquée par les généalogies des idées tout à l'heure, de l'individualisation, mais je crois que, et ça va à l'encontre de mon éducation, c'est qu'aujourd'hui, on cherche la notoriété en premier, et puis on essaye de voir ce qu'on peut faire pour être connu. C'est-à-dire que la notoriété est le but premier, et puis le travail qu'on peut apporter est second. Moi, j'ai été élevée dans le sens inverse. Mon grand-père en est l'exemple absolu, c'est-à-dire que la notoriété est une conséquence heureuse ou malheureuse, mais en tout cas peut-être une conséquence heureuse, mais c'est toujours le résultat d'un travail, c'est pas un but premier. Et sur les réseaux sociaux, on voit exactement l'inverse. Et je crois que cette notoriété-là est évidemment très fumeuse, très peu valable, parce que si elle n'est pas appuyée par un travail dense, une exigence forte, elle s'évanouit très vite. Ton prochain livre, Julia, tu Oui. t'attaques à quel carcan? Non, je m'attaque à rien du tout. Rien. C'est que je ressentais Il va sortir quand le d'ailleurs? 2 avril. Je le rends la semaine prochaine, enfin, Ouh. en théorie. Et oui, j'ai pas voulu m'attaquer à quelque chose. C'est pas un livre d'analyse sur un phénomène ou comme j'ai pu le faire précédemment. C'est vraiment un livre de transmission parce que je trouvais que les gens étaient très demandeurs. À la fin des conférences, on me disait ce qui est bien, c'est que on a vécu, on ressent ce que vous dites, mais on n'a pas toujours les mots pour le dire, etc. Donc je me suis dit, je vais faire un livre de transmission sur les outils conceptuels, l'arsenal conceptuel philosophique qu'on apprend à travers les études, tout au long des études de philosophie. Et je vais donner aux gens des distinctions, des nuances,
exigences qui sont tout de suite opérantes. Donc ça se veut un livre très pragmatique, très utile, très concret pour sur tous les sujets d'actualité, les enjeux contemporains, l'euthanasie, je sais enfin, il y a plus gai, hein, c'est pas un bon exemple, mais sur beaucoup de sujets, avoir des distinctions très opérantes. Et je le fais pas sous la forme d'un essai philosophique, parce que parfois c'est un peu âpre à lire, la philo. Et je l'ai fait sous forme de roman épistolaire, c'est-à-dire deux personnes une qui va douter, qui a des questions, et puis l'autre qui va lui apporter une distinction tout de suite opérante. Donc on peut ouvrir le livre, piocher dans une lettre et on aura tout de suite une distinction qu'on peut ressortir à un dîner et qui permet d'ouvrir un peu les débats pour ne pas en faire des combats idéologiques ou identitaires la plupart du temps quand on discute ou sur un plateau de télé, ça se transforme très souvent comme ça. Donc pour ouvrir un peu la pensée et les débats. Bah, j'ai hâte de lire. Tu me le dédicaceras, Bah hein. bien sûr, Déjà, je tu vas reviens. me dédicacer celui-là. Oui. Bah, écoute, merci beaucoup. Alors, nous, on aime bien faire un petit dictionnaire à la fin de chaque podcast. Je pense que tu vas exceller dedans. C'est autour de l'audace. Donc déjà, j'aimerais bien savoir ce que c'est pour toi l'audace. Alors pour moi, l'audace, ce serait, c'est pas la témérité qui ignore, la peur. C'est pas non plus, ouais, c'est pas la témé attends, pardon, mais moi j'ai pas révisé, hein, avant de venir. Donc c'est pas la témérité, qui ignore la peur, je trouve que c'est surtout répondre à une exigence intérieure. C'est une hiérarchisation, c'est-à-dire que son exigence intérieure, ça peut être l'authenticité, la responsabilité, ça peut être, la vérité, le souci de la justice, de la vérité, peu importe, mais son exigence intérieure passe au-dessus de l'approbation, de vouloir plaire, de la conformité au credo moral du moment, et cetera. C'est-à-dire que c'est vraiment une hiérarchisation pour moi intérieure qui fait toujours passer cette exigence personnelle au-delà de l'approbation et du désir d'être, aimé. Donc c'est pas de la provocation, voilà, c'est pas de la témérité, c'est ça que je voulais dire, qui ignore le danger. C'est pas de la provocation qui cherche toujours les faits, mais c'est cette, fidélité à cette exigence intérieure, peu importe les risques, peu Être importe les soi-même. conséquences. Alors ça peut être soi-même, mais ça peut être le souci du vrai. Quand on a de Mmh. l'audace et qu'on dit un Mmh. message véritable, c'est que la vérité Mmh. a pris le pas sur le souci de déplaire. Mmh. Donc voilà, et moi c'est ça que je cherche, pas l'audace pour l'audace, ce serait ridicule, mais l'audace pour répondre à une exigence. Et donc, selon cette définition, pour toi, le philosophe ou la philosophe le plus ou la plus audacieuse? Ah bah alors ça, pour le coup, je réfléchis pas une seconde, c'est Nietzsche à mon sens, parce que c'est vraiment le philosophe qui a le plus de panache, c'est celui qui retourne tout le système, qui préfère les pulsions au dialogue, qui préfère la terre au ciel, qui préfère le sensible à l'intelligible, qui préfère la généalogie à la vérité ou à la connaissance, il y a quelque chose de dionysiaque chez Nietzsche, de vraiment, il y a beaucoup de panache, il retourne complètement les valeurs, il préfère l'intensité au bonheur, par exemple, puisqu'on a évoqué ce terme. Donc pour moi, c'est vraiment le philosophe. C'est extra quand il vous décortique les comportements et qu'il vous dit ce qu'on prend pour de la bonté, mais c'est de la faiblesse. Ce qu'on prend pour de la tolérance, mais bien sûr que c'est de l'incapacité à avoir de la répartie, c'est de la faiblesse aussi. Donc tout ce changement, ce renversement des valeurs, c'est évidemment nietzschéen. Et donc pour moi, c'est le philosophe le plus audacieux par souci du juste, encore une fois, par souci de la vérité, par souci de démystifier les choses, les idoles. Eh bien, il philosophe au coup de marteau. C'est une expression. Le marteau, c'était pas le marteau du maçon, mais c'était le marteau du médecin, vous savez, qui tapote sur le corps pour voir ce qu'on a à l'intérieur. Et lui, il va creuser à l'intérieur, il fait la généalogie des phénomènes pour voir ce qui se cache derrière les surfaces émergées. Et donc, pour moi, c'est vraiment le philosophe qui découvre, qui enlève le couvercle, qui découvre et donc qui a une certaine audace, oui. Et je pense avoir la réponse, mais peut-être pas. Une décision qui t'a rendu plus libre? Ah bah, de choisir la philo parce que Ben c'était voilà. à contre-courant de tout ce que, pas ma mère, mais enfin de ce que me disait ma famille et donc évidemment ça a été ma liberté. S'il y a une personne là qui nous écoute et qui a vraiment envie justement de se tourner vers la philosophie comme toi, mais qui sait pas tellement par où s'y prendre parce que tous ces grands philosophes justement peuvent lui faire peur, tu leur conseilles quoi? Bah, de lire le livre là que tu vas Non, sortir, tu vois? je leur conseille pas de lire le mien parce qu'il faut, quand on s'oriente vers la philo, il faut avoir accès aux grands philosophes, c'est surtout ça. Et donc il faut des intercesseurs, mais il y a des intercesseurs formidables. Luc Ferry est un pédagogue extraordinaire, André Comte-Sponville est un pédagogue extraordinaire. Donc
Donc lire ces philosophes qui sont beaucoup plus accessibles, qui sont très accessibles, être simple, c'est compliqué, hein. C'est pas du simplisme philosophique quand je parle d'eux, mais avoir le plus possible de clés, avoir les clés du château qu'est un philosophe, qui est un système philosophique sans lequel on ne peut pas pénétrer ce château-là. Donc lire des philosophes au départ qui sont plus accessibles pour ensuite lire les grands. Merci beaucoup. Un grand merci, Julia. Bah, merci C'était beaucoup à vous. Merci de passionnant, m'avoir vraiment, c'était invitée. top. Merci d'être venu, de m'avoir écouté. Ah Et ouais. je ne sais pas s'il y a des questions. Justement, est-ce qu'il y a des questions? Merci Julia. Depuis un an qu'on se connaît, je t'ai toujours trouvée très généreuse et très engagée et très heureuse de porter les sujets qui te tiennent à cœur. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis? Les coachs. Sur les coachs, je pense que j'ai été soft. J'aurais pu être encore un petit peu plus raide. Donc j'ai changé d'avis parce que je pense que j'ai eu une vision assez édulcorée. Et donc pour le plus grand bonheur de tous les coachs, je pense que je peux fortifier un peu la chose et que j'ai changé d'avis parce que je trouve que c'est encore pire que ce que je dénonce. Mais j'invite vraiment les personnes à lire le livre de Juliette sur la vertu dangereuse, parce qu'en effet, il y a des personnes qui lisent pas, qui pensent qu'elle critique tous les coachs. Non, pas du tout. Elle critique un toujours très système de... difficile. Voilà, c'est des personnes qui, on l'a dit 100 fois, qui n'ont pas les compétences et qui sont un peu des charlatans. C'est difficile d'être sur la nuance, sur la ligne de crête, parce que c'est tellement plus simple pour la pensée de rendre la chose manichéenne. Mais c'est quand on lutte pour cette exigence-là, évidemment, on se prend le manichéisme des deux côtés. Mais voilà. Mais je suis sûre que j'ai changé d'avis sur plein d'autres sujets, mais là, ça va peut-être revenir. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Alors, c'est une question audacieuse ou provocatrice, évidemment. Vous faisiez référence tout à l'heure à Raphaël Enthoven, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'intelligence artificielle. Oui, l'esprit artificiel. L'esprit artificiel, absolument. Et justement, aujourd'hui, l'IA devient aussi un coach pour beaucoup de gens. Donc, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que... Oui. C'est un drame absolu. Il est formidable, le livre de Raphaël, parce qu'il dit lui-même qu'il s'est trompé en disant que finalement une intelligence artificielle ne pouvait pas faire une disserte de philo. Et il l'avoue. C'est vraiment une grandeur d'âme de pouvoir avouer qu'on s'est planté dans un livre. Mais il ne s'est pas planté dans tout le livre, parce que le livre est formidable, peu importe le pronostic sur l'intelligence artificielle. Mais moi, l'intelligence artificielle, écoutez, je trouve que c'est une force qui va, pour reprendre une expression de Victor Hugo, contre laquelle on ne va pas pouvoir lutter. Donc pour en faire un moyen à notre service et pas une puissance autonome qui nous remplace surtout, ça nous demande de cultiver ce qui fait l'humanité de quelqu'un. Il suffit pas d'être un homme ou une femme pour être un humain, encore faut-il faire preuve de certaines qualités, de certaines compétences. Et donc pour moi, c'est l'occasion rêvée, surtout dans le milieu de l'entreprise, d'humaniser les relations, de travailler autrement, de s'améliorer d'une certaine façon. Donc j'en fais pas du tout. Il y a beaucoup de philosophes qui la critiquent, qui l'éradiquent en disant c'est un danger monumental. De toute façon, on va vivre avec. On se rend compte à quel point c'est absolument génial pour plein de choses. Bien sûr qu'il peut y avoir des inconvénients et des conséquences politiques, sociales graves. Mais je trouve que on en fera ce qu'on veut d'une certaine façon. C'est un outil qu'on fabrique, donc on en fera ce qu'on veut. C'est pas une fatalité qui nous tombe du ciel. Donc je crois qu'au contraire, c'est l'occasion. La technologie est bien plus forte que la moralisation pour humaniser les relations ou pour se rendre un peu meilleur. Je crois plus au progrès technologique qui nous force à cultiver nos qualités humaines et à quitter cette logique très procédurale. Moi, je m'inquiète beaucoup moins de l'intelligence artificielle qui nous remplacerait surtout que de l'intelligence humaine qui s'artificialise très vite dès lors qu'elle se met sur une logique purement protocolaire et procédurale. Or, cette logique purement protocolaire et procédurale est omniprésente dans notre pays. Vous appelez une administration française, vous avez compris que le process allait être la priorité absolue au détriment du sens de votre situation. Quand on retrouvera un peu d'humanité, de bon sens, de discernement, d'esprit critique et qu'on n'appliquera pas pour appliquer, on retrouvera une intelligence d'action pragmatique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de process, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Aucune organisation humaine ne peut vivre sans procédure, mais comme beaucoup de choses dans la vie, le poison est dans la dose, pas dans la chose. Et quand la procédure devient vraiment le seul mode de réflexion, c'est là que c'est très dangereux. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien sûr des normes, mais le bien n'est pas du côté de la norme. C'est pas parce que c'est la norme que c'est bien, sinon ça conduit à l'exemple fameux historique d'Eichmann, qui applique pour appliquer, vous avez vu son procès, et qui est capable du pire et de justifier l'injustifiable, l'horreur, l'industrialisation de la mort, parce qu'il applique pour appliquer, qu'il n'a pas d'autre choix qu'appliquer les procédures et de bien faire son travail. Donc la norme, ça peut être vraiment conduite vers l'enfer, vers le pire,
Ça peut être très utile, évidemment, mais tout est une question de discernement. Mais en tout cas, toujours faire passer le sens de ce qu'on fait en premier et le process au service du sens. Dès qu'on fait passer le process en premier et le sens en second, on est dans de l'artificialisation de la pensée, on est dans une intelligence artificielle très très bas de gamme à l'heure de l'IA et de l'IA forte. Donc voilà, moi mon combat, c'est surtout ne pas artificialiser la pensée de l'homme, et c'est pour ça que, enfin, des gens, c'est pour ça que c'est toujours la liberté, l'aspect libérateur que j'essaye de développer, et l'intelligence artificielle y participe puisqu'elle prend le relais de l'artificialisation de la pensée. Bonsoir Bonsoir. Julien. Euh, je vais rebondir sur l'intelligence artificielle. Je suis revenue de conférence qui était à Milan sur la place de l'intelligence artificielle dans l'entreprise Oui, et notamment avec la prise de pouvoir des ressources humaines. oui, Dans beaucoup d'entreprises, on dit que les HR vont être numéro 2 de l'entreprise oui. parce qu'ils vont être à la tête de l'innovation. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, je ne sais pas s'ils vont être à la tête de l'innovation, mais ils sont à la tête de l'humanisation. Ce sont les ressources humaines. Et trop souvent, c'est parce que j'y ai bossé que je dis ça, je trouve que les ressources humaines sont très artificialisées. Quand vous faites du recrutement, franchement, moi, quand j'en faisais, j'étais une machine très, très bas de gamme, hein. J'essayais de trouver, même si le client dit oui, on veut un profil atypique, oui, mais enfin, le jour du recrutement, il prend exactement le clone de celui qui est parti parce qu'il a la trouille. Et donc, on fait du copier-coller et on compare des CV, et une intelligence artificielle fait mieux que nous maintenant là-dessus. Donc, c'est tout l'enjeu. Pour moi, c'est vraiment une fonction clé, les RH aujourd'hui. De l'innovation, j'en sais rien, mais en tout cas de l'humanisation. Et pour moi, j'en ai marre d'entendre, vous savez, ces phrases qu'on entend depuis des années. On va remettre l'humain au cœur, on va remettre l'humain au centre de la part des RH. Oui, c'est bien joli, mais la plupart du temps, c'est du pipeau, c'est de la flûte complet. Ça veut dire quoi, remettre l'humain au cœur, pour ne pas en faire quelque chose un slogan positif? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cultive ce qui fait l'humanité de quelqu'un, la capacité d'action, la capacité de prendre des risques, par exemple. Cultiver ça dans l'entreprise, ça, c'est une qualité intrinsèquement humaine. Peut-être que dans 5 ans, l'IA, elle sera capable de prendre des risques à partir d'une situation inédite, mais pour l'instant, les risques qu'elle prend sont des risques intégrés dans ses algorithmes. Ce ne sont pas des risques à partir de rien. Le sens, la réflexivité sur ses propres actions, je prends quelques exemples comme ça, la réflexivité sur ses propres actions, même l'IA forte est incapable de faire passer le sens en premier et le process en second. Elle suivra son process et son protocole. Donc la réflexivité, c'est une qualité intrinsèquement humaine qu'il faut cultiver. C'est une culture psychique, comme on fait de la culture physique pour se muscler. La culture psychique, c'est la même chose. Euh, la confiance, par exemple, aussi est une qualité intrinsèquement humaine. C'est un pari sur l'inconnu, la confiance. Quand on se fait confiance, quand on fait confiance à quelqu'un, on parie sur une incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est l'opposé de la connaissance, c'est l'opposé du rationnel, c'est l'opposé de l'algorithmique, qui est justement le domaine de la machine. Rien que ces 3 exemples-là, mais il y en aurait 100 000, vous montrent qu'il y a des choses qui sont pour l'instant intrinsèquement, spécifiquement humains. Donc pour moi, le rôle des RH, c'est de cultiver tous ces comportements, toutes ces qualités pour humaniser les relations et laisser le protocolaire, laisser le mathématique, laisser le procédural à la machine. Une dernière question? Bonsoir et merci beaucoup. Bonsoir. Alors, je me demandais aussi, donc on parlait de l'entreprise, maintenant je voudrais voir éventuellement dans le domaine politique. On sait bien que depuis des décennies, le pragmatisme est valorisé par rapport aux valeurs. Alors, valeur, c'est encore une notion qui serait très complexe à définir, mais à une époque où maintenant et de plus en plus, depuis des années, depuis des décennies, on est passé du septennat au quinquennat. On est dans une logique du résultat, de la rapidité. Il faut tout de suite réagir. Et c'est vrai que le monde nous enjoint à tout ça. Est-ce qu'il y a encore de la place pour la philo? Est-ce que nos hommes politiques gagneraient à être un petit peu plus dans la philosophie, dans la distanciation par rapport à une culture du résultat et de l'hyper-efficacité, sachant qu'on est aussi pieds et poings liés par rapport à un environnement qui nous dépasse. Mais bon, est-ce qu'il y a encore de la place pour la philo? Voilà. Alors, il y a 2 choses dans votre question. Il y a le temps long, le temps court, le pragmatisme, l'efficacité, et puis il y a l'histoire de la philo, qui est un temps long, mais qui n'est pas anti-pragmatique. Pour moi, la philosophie permet parfois, quand on prend du temps, on a l'impression d'en perdre, mais en fait, on en gagne énormément. Et la philo, vous savez, c'est une vieille dame de 3000 ans. Si elle perdure, c'est que quand même, il y a quelque chose d'intemporel, d'universel, et les gens ressentent qu'il y a une densité, qu'il y a quelque chose de travaillé, de rigoureux, de profond, dont on ne peut pas se passer. Donc, les choses très superficielles, pragmatiques, développement personnel, recettes comportementales, les 5 clés pour avoir pour avoir confiance en vous, les trois clés pour être le plus authentique, les 5 trucs et astuces pour être le plus charismatique de la Terre. Ça, les gens savent bien que c'est de la foutaise
hypothèse complet et que ça ne dépend pas de ça et que la confiance, l'authenticité, c'est du temps long. Tout ce dont traite la philosophie, c'est du temps long. Mais elle a la faculté de vous le dire en un temps assez rapide. Mais pour moi, il vaut mieux choisir la densité et évidemment le temps long que cette superficialité du temps court. C'est très difficile aujourd'hui de s'inscrire dans un temps long parce que on est dans la logique du plaisir immédiat et non plus du tout du bien-être différé ou du bonheur différé. Vous savez, c'est comme le rat et la poule. Le rat est capable de faire un détour pour faire le tour de. Il y a une vitre, il a quelque chose à manger, il est capable de faire le détour. La poule, évidemment, tape dans la vitre. Donc aujourd'hui, on est plutôt poule, un peu moins rat, mais je pense qu'on va se reprendre le retour du réel en pleine figure. Parce que quand on ne s'inscrit pas dans un temps long, quand on ne s'inscrit pas dans une rigueur, une discipline, un temps long, on n'arrive à rien. On est un homme ou une femme de sable. Et donc aujourd'hui, je crois que la moralisation encore n'y fera rien. C'est l'épreuve du réel qui fera qu'on se rend compte que sans temps long, sans discipline, sans rigueur, on ne parvient absolument à rien. Donc vous savez, la philo a le vent en poupe en ce moment. Elle n'a jamais quitté l'arène, ni politique, ni médiatique, ni entrepreneuriale. Donc la philo, elle me semble éternelle, intemporelle en tout cas. Et le temps long, je crois que ça reviendra, c'est presque l'avenir, parce que là, on éprouve les limites du temps court et du pragmatisme superficiel. Eh bien, un grand merci. Je pense qu'on peut applaudir Julia. Merci beaucoup à vous. Merci Camille. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le diffuser et à en parler autour de vous. Et mettez-moi également une note, ça m'aide toujours beaucoup. Si vous avez des suggestions ou commentaires, n'hésitez pas à les envoyer auprès de mon équipe sur le mail contact@vvert.com. Vous êtes également les bienvenus à ce podcast puisqu'il se veut inclusif. Donc tous les mois, 7 personnes peuvent venir assister au podcast. Il suffit d'aller sur vvert.com. Donc je vous dis un grand merci et on se retrouve très bientôt pour plus d'audace.